Directrice générale de l'ARS, Monsieur le directeur général du CHU, je voudrais commencer par remercier le professeur Lagarrigue et le professeur Calvas pour m'avoir convié et invité à prendre la parole devant vous et à participer à cette première réunion de l'espace régional éthique d'Occitanie. J'y suis d'autant plus sensible que, sans revenir dans le passé, je suis le père des espaces régionaux éthiques. Nous pourrons en parler à un autre moment. Je voudrais saluer ma collègue, ancienne ministre, Claudie Aigneret. J'ai eu plaisir à travailler avec elle pendant quelques années et elle m'a fait l'amitié récemment de venir à l'Institut où j'étais reçu. Enfin, Georges, merci de ces paroles aimables, trop d'ailleurs, ce qui va me permettre, mesdames et messieurs, chers collègues, confrères et amis, si vous le voulez, d'entrer dans le vif du sujet pour tenter de répondre à une question qui m'est venue progressivement en rentrant dans le sujet à la mode du transhumanisme, du post-humanisme. Est-ce que la médecine ne serait pas un alibi du transhumanisme? Alors, il est vrai, Claudie vient de le dire en passant, depuis quelques décennies, l'idée se répand que l'homme serait en chemin vers un autre type d'humanité. Les enjeux sont tels, à mon avis, qu'ils doivent mobiliser notre réflexion, d'autant que si le propre de l'homme est de s'adapter aux évolutions qui s'imposent à lui, il est aussi de chercher à s'améliorer sans cesse. Et d'ailleurs, il y a longtemps que la médecine a ouvert la voie en délaissant le principe d'Aristote, selon lequel la nature assure sa propre remise en état. Et toute intervention humaine doit respecter les limites naturelles. Parce que, désormais, avec des moyens aussi inédits que puissants, des médicaments aux prothèses, des greffes aux implants, la médecine intervient, modifie l'état naturel, au point qu'il faut parfois s'interroger sur son rôle dans le mouvement d'idées transhumanistes qui prônent l'apparition d'un homme amélioré ou augmenté. La médecine est-elle donc l'alibi du transhumanisme? Y conduit-elle par la seule évolution de ses pratiques et doit-elle accompagner ce mouvement philosophico-scientifique? La question est d'importance. La mission de la médecine a toujours été de soigner et prendre soin des personnes vulnérables. Puis, du fait des avancées scientifiques, elle s'est progressivement limitée à la seule notion de soin et de traitement pour prendre en charge les douleurs et la souffrance liées aux seules maladies. Pourtant, dans le préambule de sa constitution, en 1946, l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé, je cite, comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et ce faisant, l'OMS prenait en compte une évolution de la santé vers la notion de bien-être, et cette définition, qui n'a jamais été modifiée depuis, est extrêmement importante, car elle élargit les horizons de la médecine moderne et lui offre de nouveaux objectifs, rendus par ailleurs possibles par l'évolution des biotechnologies, des technologies nouvelles, on dit aujourd'hui des technologies convergentes. De nouveaux objectifs en médecine ont été définis, de sorte que les préoccupations de la médecine moderne s'étendent à des champs d'intervention bien au-delà du soin clinique traditionnel. Ainsi, la santé met désormais davantage l'accent sur les missions de la santé publique. Et d'ailleurs, cette dernière, depuis près de 2 siècles, a contribué à l'accroissement cellulaire de la taille, à l'accroissement de la durée de vie, notamment grâce à une meilleure hygiène et à une alimentation de meilleure qualité. Plus récemment, la santé publique s'est engagée dans de nombreux domaines, tels que la lutte contre les substances addictives, l'obésité, les produits nocifs, les accidents de la vie ou même le champ de la contraception et de la reproduction. Elle développe le dépistage de certaines affections
et la prévention en général, incluant l'amélioration des défenses immunitaires au moyen des vaccinations. Ces actions de santé publique vont bien au-delà de la simple prévention des maladies, puisqu'elles ont pour but d'améliorer la qualité de la vie quotidienne. La médecine s'est aussi appliquée à obtenir une plus grande résistance des organismes et de meilleures performances au moyen de connaissances anatomiques et physiologiques plus fines du corps humain et de méthodes mieux adaptées aux ressorts physiques et psychologiques de chacun. L'amélioration régulière des performances, des records au fil des années en témoigne. Et la médecine, elle a encore créé des champs médicaux dédiés plus spécifiquement à l'adaptation des activités humaines dans différents milieux, parfois extrêmes, tels que la médecine spatiale, la médecine océanographique, qui dépassent la notion simple de maladie. Elle a même commencé à se soucier de l'augmentation des potentialités humaines destinées à assurer un meilleur confort de vie concernant par exemple le sommeil, la nutrition, la mémoire, la sexualité. Et l'exemple souvent cité d'Oscar Pistorius, dont les prothèses de jambes lui ont permis, certes, de récupérer une mobilité normale, mais aussi d'accroître ses performances au point de lui permettre de concourir avec des athlètes valides aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, est particulièrement significatif d'une telle augmentation des possibilités. La médecine a donc régulièrement étendu son domaine d'action pour dépasser le seul soin des malades et améliorer les qualités humaines. Et cette évolution s'accentue encore avec la formidable révolution scientifique et technologique commencée dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui se poursuit aujourd'hui par le développement des technologies dites convergentes. Ces technologies sont au nombre de 4. Les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et le numérique, et les sciences cognitives, on parle rapidement des NTIC. Les nanotechnologies, elles ont de nombreuses applications médicales qui font rêver. Les nanorobots destructeurs de virus, réparateurs de cellules, nettoyeurs de cholestérol, transporteurs de médicaments jusqu'à la cible visée, et d'autres prouesses dont on ne discerne pas les limites, je n'insiste pas. Les biotechnologies, notamment la génétique et la biologie moléculaire, elles ouvrent et développent d'autres voies. La génétique, avec ses méthodes diagnostiques, telles que le séquençage à haut débit ou les puces à ADN, a désormais les moyens de privilégier la naissance des enfants porteurs de gènes prétendus bons et d'éliminer ceux prétendus mauvais. La tentation récurrente de l'eugénisme visant à améliorer la qualité de l'espèce humaine est de plus en plus forte, fondée sur des arguments médicaux et compassionnels, pétris de bonnes intentions. Heureusement, en contrepoint, la thérapie génique génère de nouveaux espoirs, grâce à des protéines produites génétiquement, ainsi qu'à des transferts et modifications de gènes rendus possibles par la technique dite CRISPR-Cas9. Je le dis parce qu'on en parle désormais dans les médias au quotidien. Elle a révolutionné les choses et elle permet d'intervenir aujourd'hui, y compris chez l'embryon. Pour résumer, la technique du CRISPR-Cas9, c'est ni plus ni moins qu'un coupé-collé informatique appliqué à la biologie moléculaire. Coupé-collé. Vous faites avec vos programmes informatiques ou vos traitements de texte exactement la même chose sur une séquence d'ADN et ça marche très bien. Eh bien, il est donc aussi possible de guérir plus souvent et de fait, la voie du traitement des maladies génétiques est un enjeu immense puisqu'il s'agirait d'en finir avec la discrimination, la sélection des personnes, dès lors qu'une solution thérapeutique existerait. Encore faut-il être conscient que ces techniques pourraient être utilisées non seulement pour soigner, mais aussi
pour doter l'embryon pourtant réputé normal de capacités améliorées, ce qui pose alors un problème éthique majeur, ouvrant la question de l'amélioration de l'homme pour aboutir à l'homme augmenté. Troisième technique convergente, les techniques de l'informatique et du numérique, qui multiplient de leur côté des applications de plus en plus nombreuses. Alors il peut s'agir, je les cite, du traitement d'un nombre considérable de données, ce qu'on appelle les big data, mais en bon français les mégadonnées, de la constitution d'algorithmes aidant à la décision, du recours à l'intelligence artificielle et de la création de robots qui prennent place dans nos vies. C'est dire que le but est de parvenir à décliner tous les champs de la médecine pour aider et accompagner les médecins vers une médecine personnalisée ou de précision, adaptée au profil de chaque personne en particulier et de chaque tumeur, en cancérologie notamment. De même, le recours à des prothèses numérisées, des exosquelettes numérisés, des organes artificiels, des stimulateurs, des micropuces électroniques ou des implants, ce recours est de plus en plus fréquent. Et des réponses technologiques existent pour corriger certaines cécités par l'implantation d'une rétine artificielle, pour corriger des surdités sévères par des implants de l'oreille interne, pour pallier des insuffisances ou augmenter les capacités physiologiques par des implants cérébraux. Les progrès de la robotique médicale, illustrés par l'implantation de cœurs artificiels et la chirurgie à distance, remarquable de précision, ne sont pas en reste. En somme, les cyborgs sont déjà là. Ils ont bel et bien pris place dans nos vies. Et le mot fait peur, mais pourtant il traduit simplement le fait que l'homme et la machine peuvent se trouver associés et même fusionnés pour permettre une vie humaine de meilleure qualité. Enfin, quatrième technique convergente, les sciences cognitives. Elles permettent de mieux savoir comment modifier le fonctionnement du cerveau, tout simplement parce qu'elles ambitionnent de le remplacer. En pratique, les médecins seront de plus en plus secondés par l'intelligence artificielle d'assistants virtuels, permettant l'aide au diagnostic des maladies, à la prescription des traitements les plus appropriés et à l'accompagnement des patients. Dans leurs applications, ces différentes techniques convergentes s'associent souvent pour compléter, potentialiser leur performance dans un domaine précis. Elles offrent les possibilités de guérir mieux, mais elles créent aussi de nouveaux besoins dont il serait vain de fixer les limites, car le champ des possibles apparaît sans limite. La question s'impose très vite de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, surtout quand les nouveaux moyens offrent régulièrement la possibilité de réaliser ce qui hier encore était inimaginable. Avec les stratégies de santé publique, l'extension des thérapeutiques classiques, les technologies convergentes confirment plus que jamais combien la frontière est incertaine entre la réparation de l'homme et son amélioration. La tentation de la recherche du mieux s'impose à l'évidence. Et ces perspectives ne manquent pas d'évoquer le scénario quelque peu effrayant du film Bienvenue à Gattaca, paru en 1998. Andrew Niccol y décrit un monde eugéniste dans lequel on pratique la sélection des gamètes chez les parents, le choix des gènes des enfants à naître pour obtenir des êtres de la meilleure qualité possible. Quant aux personnes conçues de manière naturelle, eh bien, elles se trouvent marginalisées dans des tâches subalternes. Fiction ou pas, la médecine a de plus en plus les moyens de s'engager dans la voie du toujours mieux, c'est-à-dire la voie du méliorisme. Dans le but de l'amélioration de soi, plusieurs questions se posent. Celle de savoir, au fond, s'il est acceptable de rehausser certaines capacités humaines par des interventions génétiques en s'engageant dans cette voie du toujours mieux. Par exemple, est-il légitime d'aller vers plus d'efficacité dans la lutte contre les maladies, en particulier infectieuses et cancéreuses, en améliorant les défenses de l'organisme grâce à des techniques modifiant le génome des personnes, non seulement à titre curatif, mais aussi préventif.
Peut-on l'envisager? Ou encore, s'il est souhaitable évidemment de chercher à endiguer les pertes de mémoire chez les personnes malades, est-il justifié d'augmenter les capacités mémorielles de sujets sains afin tout simplement de les rendre plus performants? De même, est-il envisageable, en dehors de troubles pathologiques avérés, de chercher à améliorer la qualité du sommeil, voire diminuer sa durée? Est-il acceptable, je crois que le professeur Lagarrigue appréciera, est-il acceptable de chercher à modifier le comportement des personnes par des implants cérébraux réglables et modulables, par exemple dans la prise en charge des délinquants sexuels pour lesquels aucune thérapeutique n'est totalement satisfaisante? Ou bien simplement pour assurer une meilleure observance thérapeutique chez des personnes souffrant de troubles mentaux? Toutes ces réponses sont essentielles et ne connaissent pour l'heure aucune réponse unanime. Alors certes, par analogie à la chirurgie esthétique, on aurait vite fait de s'affranchir de tous ces dilemmes. Après tout, ne s'agit-il pas du choix délibéré d'une personne qui souffre de l'image qu'elle pense offrir aux autres et qui veut en changer pour se sentir plus épanouie? Eh bien, de la même façon, certains médecins ont abordé l'utilisation de la pharmacologie pour modifier la personnalité de certaines personnes en recourant à diverses molécules, telles que le Prozac, la Ritaline, le Viagra, parmi d'autres. Au-delà du seul soin, la majorité de ces actions élargissent donc le spectre des possibles médicaux. Elles permettent à certains d'afficher des objectifs toujours plus ambitieux, alors que d'autres les jugent inquiétants en l'absence d'une réflexion suffisante sur ces nouvelles pratiques. Au fond, toute cette thématique est confortée par la prise de conscience que de nombreux moyens thérapeutiques sont utilisables à des fins non thérapeutiques. Que faut-il penser, par exemple, de la prescription d'hormones de croissance à des enfants simplement un peu plus petits que les autres ou désireux d'être champions de basket-ball? 40% des prescriptions d'hormones de croissance aux États-Unis se font hors indication médicale. Cette situation et bien d'autres ont conduit à s'interroger sur la distinction entre le traitement d'une maladie et l'amélioration d'une capacité, sachant qu'alors, le débat sur le dopage n'est pas très loin. Qu'on songe simplement à l'utilisation de l'érythropoïétine, l'EPO, qui augmente la production de globules rouges aux fins d'une meilleure oxygénation musculaire pour améliorer la performance dans l'effort physique. Eh bien, il ne s'agit pourtant que d'un simple glissement de pratique. D'abord, des séjours en altitude, où l'oxygène est plus rare, afin d'augmenter physiologiquement le nombre de globules rouges, comme ce fut le cas lors de stages très officiels à Font-Romeu pour les sportifs de haut niveau qui, revenus en plaine, étaient naturellement beaucoup plus performants. Puis, on a pensé qu'il fallait faire l'économie de l'altitude. Alors, on a eu recours à l'autotransfusion pour un même résultat, ou encore même à des chambres à hypoxie pour reproduire les effets de l'altitude. Puis, toujours plus simple, quand ça a été possible, l'injection d'EPO, avant d'envisager, stade ultime, le transfert par génie génétique du gène de l'érythropoïétine chez le champion escompté. Alors, après tout, à quel moment franchit-on la limite? Et d'ailleurs, quelle limite? La réponse ne va pas de soi. La lutte contre le dopage devra donc aller toujours beaucoup plus loin, alors que l'amélioration de la nature humaine est à portée de main du fait des avancées technologiques. Et le sport, à mon sens, pourrait apparaître comme l'un des laboratoires du transhumanisme. Il faut donc admettre que la médecine, en s'écartant du respect de la loi naturelle, s'est bien engagée sur la voie d'un homme amélioré. Et à la façon d'un leitmotiv lancinant, plus que jamais se pose la question difficile, voire impossible à résoudre, de la limite entre le normal et le pathologique, si bien étudiée et développée par le médecin philosophe Georges Canguilhem. Ces interrogations et bien d'autres
se font de plus en plus insistantes alors que la médecine moderne dispose de nouveaux moyens qui lui permettent d'aller toujours plus loin vers des objectifs inédits. Et ces questions sont d'autant plus cruciales que par son attitude et ses choix, la médecine a ouvert le chemin et pourrait légitimer l'idée transhumaniste qui poursuit à sa manière le rêve d'un homme amélioré, augmenté. Mais est-ce d'ailleurs un rêve? On comprend qu'une personne disposant de prothèses, parce qu'elle est diminuée dans ses capacités sensorielles, motrices, cognitives, cherche à rester dans la normale de l'être humain valide pour apparaître semblable aux autres. Mais il n'en va pas de même pour l'homme augmenté, qui voudrait dépasser ce que lui a donné la nature afin d'être plus performant, pouvoir se passer de sommeil pendant des jours, mémoriser, calculer sans limite, équipé d'exosquelettes le renforçant, modifiant son comportement grâce à des implants cérébraux. Cet homme pourrait vouloir accroître ses performances physiques et mentales en ajoutant à ses facultés celles que l'on peut envier à certains animaux. Par exemple, être sensible aux ondes sonores pour mieux se localiser, comme le font les chauves-souris, ou disposer d'une vision nocturne, comme les chats ou les hiboux. L'homme, en somme, deviendrait un homme bionique ou un cyborg selon que l'augmentation de ses performances relèverait de processus biologiques ou mécaniques. Si mieux vivre consiste à privilégier les qualités qui font la modernité des sociétés naturelles, telles que la réactivité, les automatismes, la résistance, la rapidité, alors il faut bien reconnaître que les perspectives d'augmentation de l'humain peuvent paraître intéressantes et répondre à de nouveaux besoins. Mais si la médecine poursuit sa lutte contre le handicap, la souffrance, la maladie, si elle œuvre pour un homme sur lequel le vieillissement n'aurait pas de prise et sur lequel les épidémies ne pourraient prospérer, pour autant, ces finalités sont-elles les mêmes que celles du transhumanisme? C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de resituer dans le contexte du mouvement transhumanisme toutes ces perspectives médicales afin de comprendre comment la santé augmentée pourrait servir d'alibi. En fait, j'aborde ma deuxième partie, l'amélioration humaine est aussi vieille que l'humanité. Et pour mieux comprendre l'ambition du transhumanisme, il faut resituer ce désir d'amélioration de l'homme dans son contexte historique, dans la dynamique qui a conduit à cette philosophie. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après Auschwitz, Hiroshima, le Goulag, l'humanité de l'homme a pu être mise en doute. Comment peut-on encore approuver un monde dans lequel est survenue la Shoah, demande Hannah Arendt. Certains ont choisi de rebâtir l'humanisme grâce au Code de Nuremberg, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce fut l'émergence d'une nouvelle conscience éthique, celle qui nous occupe aujourd'hui. D'autres, puisque l'homme devait être considéré comme mort, ont décidé d'écrire une nouvelle histoire en commençant par la déconstruction de la pensée. À l'initiative de Derrida, un mouvement philosophique a donc proposé de faire tomber toutes les frontières entre l'homme et l'animal, le vivant et la machine, le corps et l'esprit, ce qui est physique et qui ne l'est pas, tout en remettant en cause les repères de toujours. On y est, on le vit, le soi et l'autre, la nature et la culture, l'homme et la femme, les rapports entre générations, le réel et le virtuel, le créateur et la créature, l'homme et Dieu. Chacun peut donc choisir lui-même sa vérité. En conséquence, le relativisme des théories contemporaines de la postmodernité influence la politique et la littérature. L'idée de déconstruire pour reconstruire du nouveau pouvait paraître d'autant plus justifiée que l'individualisme, le matérialisme et l'hédonisme très dominants des Trente Glorieuses ne permettaient pas à la société de trouver véritablement l'épanouissement et le bonheur escompté, ce que d'ailleurs a démontré la Révolution manquée de 68. Dans cette hypothèse, le transhumanisme vient à point
pour répondre aux attentes d'une société en quête d'une nouvelle raison d'espérer. Et pour ce faire, les transhumanistes, philosophes et scientifiques se sont réunis à Paris en 2014. Ils ont affiché leurs ambitions autour de quelques objectifs simples: supprimer les souffrances et améliorer l'homme, vaincre le vieillissement et atteindre à l'immortalité, et enfin maîtriser l'évolution et donc le destin de l'homme. De quoi séduire à l'évidence par certains côtés, car qui souhaite souffrir, vieillir ou être inquiet du lendemain? Les médecins connaissent bien ces questions. En somme, jugeant nécessaire d'améliorer la condition humaine grâce au progrès de la science et de la technologie, cette approche rationaliste inaugure une nouvelle période où l'homme devient une force capable de se mettre lui-même en question et de réaliser sa propre transformation. En fait, l'histoire nous démontre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil quant aux aspirations de l'homme. La mythologie nous le raconte moult fois dans de nombreux récits. Prométhée voulait faire de l'homme l'égal des dieux, et Gilgamesh en Mésopotamie courait en quête de l'immortalité. Alors au XVe siècle, je fais un saut dans l'histoire pour ne pas être trop long, Pic de la Mirandole appelle l'homme à sculpter sa propre statue pour être le créateur de lui-même. Et en 1624, dans la Nouvelle Atlantide, Francis Bacon annonce une seconde création de la nature par l'action volontaire et concertée des hommes de science et de gouvernement pour dépasser les limites de la condition humaine en effaçant les effets du péché originel et donc la mort. Avec cette même préoccupation, les Lumières, au XVIIIe siècle, repensent la place de l'homme dans la société et rendent le pouvoir aux sciences et à la raison. Et Condorcet spécule sur l'application possible des sciences médicales à l'extension de la durée de la vie humaine. Et il affirme que la perfectibilité de l'homme est infinie. Cette démarche est partagée par ses contemporains, d'abord comme Rousseau, puis par de nombreux esprits politiques, philosophes et scientifiques au cours des XIXe et XXe. Quelques exemples. Nietzsche parle de la grande santé, celle que l'on conquiert encore et toujours. Et en 1924, dans un tout autre contexte, Trotsky anticipe bien l'idée du transhumanisme. Je cite: « Produire une version améliorée de l'homme, telle est la tâche du communisme. L'homme doit se voir comme une matière première, ou du moins comme un produit semi-manufacturé. » En somme, l'homme conquérant de lui-même et de son environnement doit devenir le maître. Alors Julian Huxley invente le terme de transhumanisme en 1957, et ce terme s'installe dans les esprits, comme dans la littérature romanesque, notamment, parmi d'autres, les ouvrages de Michel Houellebecq. D'autant que l'idée d'améliorer la nature humaine fait aussi écho aux idéologies eugénistes que l'on retrouve. Et certains soutiennent que l'amélioration biotechnologique de la nature humaine devrait constituer une obligation morale dès lors qu'elle est pour les hommes un bien obtenu sans risques identifiés. Et entre les inquiets et les technoprophètes, selon l'expression du philosophe Dominique Lecourt, l'unanimité n'est pas faite sur cette question, dont l'enjeu n'est rien moins que le devenir de la nature humaine. Alors évidemment, il reste à définir ce que représente la nature humaine. Celle que nous constatons aujourd'hui pourrait n'être qu'une expression partielle, voire même passagère ou transitoire. Et dans ce cas, nous n'aurions pas le droit de la pérenniser, de la fixer au détriment de son évolution à venir, indispensable pour atteindre son destin final. D'autant que se pose avec force la question de la frontière entre l'humain et le non-humain. La similarité des séquences d'ADN dans le monde vivant entretient cette confusion. Depuis l'origine de la vie, l'ADN n'a cessé d'évoluer au fil des millénaires pour conduire aux humains que nous sommes, mais le projet humain est-il abouti? Est-il fini? Pourquoi la même molécule dont l'évolution a conduit jusqu'à l'homme ne continuerait-elle pas d'évoluer sans s'arrêter à nous?
Et ce que veulent les trans et les post-humanistes, c'est contrôler désormais cette évolution. Le regard porté sur l'homme n'est pas le même du tout, selon qu'on le considère comme une fin en soi ou comme une étape dans une évolution qui le dépasse et dont on ne peut pas imaginer où elle pourrait conduire. Après les métamorphoses d'Ovide, le golem de la mystique juive, certains évoquent donc désormais de plus en plus souvent l'avènement des fameux cyborgs ou autres androïdes. D'autres, à l'opposé, reprenant le chemin de la théologie qui conduit de l'alpha à l'oméga, penchent pour le processus de divinisation de l'homme qui s'arracherait à sa biologie et à son corps pour rejoindre Dieu. Et puis d'autres, enfin, les plus nombreux, sont habités par le doute et ne savent pas quoi penser. La grande question, finalement, on pourrait la résumer ainsi: qu'allons-nous faire de nous? L'idéologie transhumaniste y répond, en s'inscrivant dans la permanence des ambitions de l'homme de devenir l'homme-dieu. Et de fait, pour certains philosophes, notamment l'américain Francis Fukuyama, l'humanité est à un tournant radical de son histoire qui conduirait à la fin de l'homme et à l'avènement du post-humain. Pour ce faire, le transhumanisme n'hésite pas à détourner les sciences et les technologies dédiées initialement au service de la médecine pour les proposer aux personnes valides et dessiner les contours d'un être humain augmenté. Alors se pose alors la question très précise de savoir jusqu'où la médecine peut accepter le parallèle établi entre sa propre stratégie du méliorisme et les finalités du trans et du post-humanisme. Elles sont tout autres. Et donc je voudrais maintenant, dans ma dernière partie, tenter de voir pourquoi la médecine ne peut pas accompagner le transhumanisme. Entre l'idéal de la médecine et ses objectifs poursuivis comparés à ceux du transhumanisme, les désaccords apparaissent nombreux, même si les préoccupations initiales peuvent être semblables. Alors, ces désaccords, je les cite avant de les développer. 1. Le rôle trop exclusif attribué aux gènes. 2. Les aspects économiques très inégalitaires. 3. La conception élitiste qui efface tout lien social. 4. La quête d'immortalité qui prive la vie de sens. Et 5. Le rejet du corps considéré comme inutile. Et 6. La primauté absolue des technologies héritées en mode de pensée. Ces 6 raisons m'apparaissent suffisantes pour que la médecine prenne ses distances avec le transhumanisme. Alors d'abord, le rôle trop exclusif attribué à nos gènes. Le rôle de nos gènes est un débat de fond, puisque le transhumaniste considère l'homme comme le produit de ses gènes, réduisant la sociologie à la seule biologie. Tout l'indique dans sa démarche orientée vers la recherche de la qualité des gènes, indispensable pour améliorer l'humain, l'utilisation des techniques modernes du génie génétique pour corriger, remplacer les gènes d'origine par des meilleurs. Le généticien George Church a déjà publié sa première liste de 10 gènes qui, grâce à la technique CRISPR-Cas9, conférerait aux personnes qui s'en verraient dotées des caractéristiques hors normes ou une résistance exceptionnelle à la maladie. Alors, je n'entre pas dans les détails. Nous sommes, comme disait tout à l'heure Claudia Ignoret, dans l'utopie. Mais en outre, ce qui m'importe, moi, beaucoup plus important, c'est que dans leur raisonnement, les transhumanistes semblent oublier un détail d'importance, à savoir que l'espèce humaine est la seule espèce à ne pas être exclusivement héréditaire. À sa naissance, l'homme est hominisé par force du fait de son patrimoine génétique. Mais comme l'ont bien montré les quelques histoires d'enfants sauvages abandonnés à la naissance, il lui faut après s'humaniser au contact de ses semblables et de la culture dans laquelle ils vivent. Comment pourrait-on nier l'humanité parfois exceptionnelle de certaines personnes en situation de handicap et qui ont pu s'élever grâce aux autres et à la culture? L'homme est à la fois un produit de la nature et de la culture. Or, il n'est pas question de culture dans le transhumanisme.
Pour le transhumanisme, la seule culture, c'est la technologie. Voilà un premier argument qui, à lui seul, pourrait convaincre que le transhumanisme ignore l'humanité de l'homme, contrairement à la médecine. Viennent ensuite les aspects économiques à l'origine d'inégalités, parce qu'il faut évidemment s'intéresser au coût des technologies nécessaires à l'augmentation des capacités humaines. Chacun peut s'accorder sur la nécessité de recourir à une rétine électronique pour soulager les personnes souffrant de troubles de la vision, dégénérescence maculaire liée à l'âge ou de rétinopathie pigmentaire. Les coûts en seront très élevés, mais il s'agit sans contestation d'une indication médicale et la solidarité nationale devra les assumer, même au prix de grandes difficultés. Mais si de telles difficultés surgissent pour des indications médicales indiscutables, qu'en serait-il des demandes correspondant au seul désir d'être volontairement augmentées, par exemple pour voir la nuit ou pour posséder une meilleure mémoire? À l'évidence, seuls les plus riches pourraient se payer ces améliorations. Le résultat aurait pour effet inéluctable de créer de nouvelles classes sociales, fonction de la capacité financière des uns des autres, les nantis s'offrant les services permettant d'acquérir de meilleures performances et les économiquement faibles demeurant rivés à leurs limites. En somme, une caste de post-humains à la puissance toujours croissante côtoierait de nouveaux intouchables, humains d'un autre âge, soumis aux maladies, au vieillissement, enfermés dans leur déterminisme. Cette seule perspective pourrait rétablir la distinction de sinistre mémoire entre surhommes pouvant accéder à la technique et sous-hommes économiquement faibles qui en seraient privés. Eh bien, j'ai été stupéfait de constater que cette situation ne semble pas du tout émouvoir les post-humanistes américains. Lorsqu'un journaliste a demandé à Hans Moravec, un des pionniers de l'intelligence artificielle, « Mais qu'allez-vous faire des milliards d'êtres humains qui ne seraient pas améliorés ?» Moravec a répondu froidement « Les tyrannosaures ont bien disparu ». Envisageant donc le fait de la discrimination, puis de la disparition des pauvres par extinction. On ne peut alors manquer d'évoquer Rousseau lorsqu'il montre dans son discours sur les sciences et les arts à quel point un progrès scientifique peut induire une régression morale. Et d'ailleurs, Herbert George Wells avait déjà imaginé une société coupée en deux dans son roman futuriste « La machine à explorer le temps ». Cette distinction inacceptable serait une terrible régression contraire à un humanisme bien compris. Et on peut éprouver le triste sentiment de voir que les Lumières, qui plaidaient pour une société plus juste et égalitaire plaçant l'homme au centre de leurs préoccupations, sont en train de s'éteindre peu à peu, comme étouffées par les progrès qu'elles ont tant voulu. Histoire de donner raison à Bossuet, à qui on prête d'avoir écrit la phrase suivante « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». À l'évidence, la question de l'argent est sous-jacente au post-humanisme, renforce les inégalités, ce qui le rend non seulement irréaliste, mais inhumain et donc incompatible avec l'idéal médical. En troisième lieu, si le transhumanisme prétend vouloir améliorer le fonctionnement de notre société, il faut s'interroger sur son refus paradoxal d'accepter la moindre fragilité chez l'humain, selon une conception aussi élitiste que narcissique. N'est-ce pas pourtant la fragilité qui éveille le besoin de se tourner vers l'autre, soit pour demander de l'aide, soit pour lui en apporter? La vulnérabilité des êtres humains à un moment de leur vie semble nécessaire pour le maintien de la cohésion sociale, car elle est source de lien social. Inversement, être suffisamment fort et parfait pour se passer des autres conduit à un isolement et au délitement de la société. La négation du lien social par le post-humanisme n'est donc pas compatible avec la réalité des hommes, pas plus qu'avec la médecine, qui ne peut pas oublier sa dimension sociale. Quatrièmement, un autre débat concerne la quête de l'immortalité, qui semble constituer le Graal ultime des post-humanistes. Pour eux, la mort est une erreur qui doit être corrigée, car, disent-ils, il n'est pas besoin de la mort pour être vivant. Le moins qu'on puisse dire
et que cet idéal ne va pas de soi pour une société qui se veut pleinement humaine. Pour une raison triviale d'encombrement planétaire, l'immortalité interdirait toute procréation, sauf pour compenser les morts accidentelles que les transhumanistes appellent les morts non voulues. De ce fait, plus d'enfants, plus de nouveaux visages à découvrir, ni de diversité pour se réjouir, pas de renouvellement, mais seulement l'uniformité au fil d'un temps immobile qui perdrait toute signification. Autrement dit, quel pourrait être le sens de cette immortelle vie doublée d'un éternel ennui dans une permanente monotonie? Une vie certes immortelle ou amortelle, mais sans idéal, privée du besoin d'espérance, remplacée par un simple instinct de conservation. Dans cette vie sans fin, on peine à déceler le moindre signe d'une spiritualité qui élève. Mais pour les transhumanismes, à quoi bon s'élever, puisque chacun campe déjà éternellement sur les sommets de la perfection dans un confort idéal. En somme, c'est le triomphe d'un matérialisme exclusif qui ne peut pas satisfaire les aspirations d'un humanisme bien compris et bien vécu. Même si d'évidence, les effets du vieillissement doivent être médicalement combattus, la suppression de la mort ne répond pas aux aspirations humaines, à l'émotion qui anime les jours, à la nécessaire attente du lendemain. N'est-ce pas la mort qui donne tout son sens à la vie? N'est-ce pas parce que nous la savons périssable que nous l'aimons? La médecine ne peut accompagner le transhumanisme dans cette voie, car elle ne poursuit pas cette quête d'immortalité. Elle est un humanisme qui questionne toujours sur le sens de ce qu'elle entreprend. Cinquième des accords, pour faire bonne mesure, il faudrait faire migrer le corps ou la personne de son enveloppe biologique vers un monde totalement digital où notre cerveau serait téléchargé sur un logiciel numérique avant d'être débarrassé de son corps devenu inutile. C'est l'objectif de Ray Kurzweil, gourou du post-humanisme et embauché à cette fin par Google. Ce corps si encombrant et source de tant de maux serait abandonné, comme si les transhumanistes souhaitaient le supprimer pour éviter tout à la fois les maladies et la mort. La médecine ne peut suivre ce raisonnement. Le médecin n'a jamais imaginé supprimer les corps pour qu'il n'y ait plus de malades. Finalement, le post-humanisme conduirait les hommes à renoncer au pouvoir de leur corps, au bonheur de plaire, de séduire, de désirer, d'aimer. Tout cela accréditant l'idée que les post-humanistes décidément détestent la chair et l'idée même d'avoir des enfants. Au fond, le post-humain aurait décidé de renoncer aux sensations d'un corps fourbu, mais heureux de l'effort accompli, de délaisser toutes les expressions du corps qui traduisent nos états d'âme. Mais il est vrai que de l'âme dans le transhumanisme, il n'est plus question. Bref, que resterait-il de cette humanité étonnante, par les sursauts des corps et des esprits unis dans un même élan, ce qu'elle nous offre souvent? L'abandon de son corps par l'homme n'est tout simplement pas compatible avec l'idée d'humanité, car l'esprit et le corps sont consubstantiels. La médecine, riche de son expérience quotidienne, peut en témoigner. Dernier désaccord, pour parvenir à ce paradis post-humaniste, il faudrait s'en remettre exclusivement et aveuglément aux sciences et aux technologies qui prendraient le contrôle de l'évolution de l'homme. Il faudrait donc s'abandonner, sans qu'il soit question, pourtant nous savons bien, scientifiques, médecins, combien il faut être attentif à la pertinence du projet proposé, des avantages, des inconvénients, de la fiabilité, de la qualité, tout cela abandonné. Dans ce contexte transhumaniste, aucune des expérimentations n'a de but précis. Tout relève plutôt de laisser pour voir s'il y a bien une amélioration en changeant ça. Cette nouvelle conception de l'évolution, qu'il faut s'efforcer de maîtriser, procède donc par seul tâtonnement. La finalité de cette étrange méthode serait de faire apparaître une nouvelle espèce inédite et imprévisible, car personne ne sait par avance ce qui va émerger. Il ne s'agirait pas donc d'essais sur l'homme, au sens habituel, mais rien moins que des essais de post-homme. Un tri serait organisé
Seuls les bons seraient gardés, on ne dit pas ce qu'on ferait des mauvais. Voilà ce que le post-humanisme attend du contrôle de l'évolution, comment il le qualifie. Et la médecine, là encore, ne peut pas suivre. Elle qui attache tant d'importance à protéger, à respecter la dignité et la liberté des personnes qui acceptent de se prêter aux expériences médicales. Alors je conclus. En somme, il y a un décalage complet avec la réalité de l'action du médecin au quotidien. Et de fait, nous sommes davantage aujourd'hui confrontés, Claude Yagnoret parlait d'utopie, moi je dirais devant une mythologie moderne qui nous offre un monde impensé, appartenant au virtuel, une sorte de mythologie qui raconterait l'évolution parfaite de l'homme-machine devenu éternel et solitaire au milieu d'autres identiques, prisonnier de ses réussites scientifiques et privé de l'espérance du lendemain. Il faut certainement être fier et de se réjouir des victoires de la science, car elles nous font avancer dans la connaissance des vivants que nous sommes, comme dans la compréhension du monde qui nous entoure. Mais loin de se laisser aller au gré des aventures de la technique, cela souligne l'impératif absolu pour l'homme de garder la maîtrise de ses actes, la maîtrise de ses progrès, la maîtrise de ces machines qu'il invente, sinon elles pourraient lui échapper, voire se retourner contre lui. La médecine nous fait comprendre la nature des enjeux, elle éclaire les dangers qui nous guettent, mais elle nous rappelle aussi qu'elle est d'abord un humanisme de tous les jours. Elle nous parle de la rencontre des visages, elle nous parle aussi de l'esprit, que certains appellent l'âme, elle se réfère à la conscience, elle nous raconte l'humilité, le doute et la confiance aussi qui se presse autour du médecin appelé au service de l'homme. On perçoit dans le post-humanisme une véritable haine de soi. Quant à l'inverse, pour être un bon médecin, il faut aimer les hommes. Si la médecine peut paraître un alibi saisi par le transhumanisme pour se justifier, à l'évidence, elle ne peut s'aventurer plus avant dès lors que l'humanité de l'homme s'avère menacée.